Les non-HPI représentent le plus gros pourcentage de la population. Pourtant, ils restent étonnamment méconnus. Longtemps considérés comme la norme, les recherches récentes montrent une réalité bien plus complexe. Leurs vies sont extrêmement hétérogènes. Certains sombrent dans une profonde dépression, d'autres vivent dans le plus total des euphories. De l'entrepreneur high-tech au chômeur professionnel, les non-HPI occupent des rôles sociétaux d'une diversité exceptionnelle. Hypersensibles, incompris, anxieux, condamnés à souffrir dans les affres de la normalité, ou être paradoxaux au destin exceptionnel, que se cache-t-il vraiment derrière cette réalité de ces neurotypiques? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite dans le 3e épisode du Psycho. Jusqu'aux années 90, il n'avait pas de nom, pas d'étiquette, pas d'identification, un peu comme s'il n'existait pas vraiment. Doté d'un QI tout à fait normal, entre 90 et 110, il montrait pourtant déjà des capacités exceptionnelles. Il faut dire que ce n'est pas ce que mesure le QI, celui-ci en effet évalue certaines capacités cognitives, mais pas le talent artistique, la créativité, l'intelligence émotionnelle ou encore, bêtement, la réussite dans la vie. Ce qui permet peu de rendre justice aux non-HPI à l'origine des pyramides, de Notre-Dame, des premiers pas sur la Lune ou de l'œuvre d'Harry Potter. Heureusement, dans les années 2000, il a fallu leur trouver une dénomination afin de les différencier du reste de la population. Le terme neurotypique s'est alors progressivement imposé, notamment en France, sous l'impulsion de communautés en ligne, de mouvements pour la neurodiversité et bien sûr des réseaux sociaux. Alors, le mot lui-même, neurotypique, désigne une personne dont le fonctionnement neurologique est considéré comme typique. Jusque-là, c'est plutôt un bon usage de notre vocabulaire, donc. À l'origine, c'était une plaisanterie satirique. Non, je déconne pas. C'est Laura Tisantic qui l'utilise en 1998 dans une satire sur son Institut d'études neurologiques des gens typiques, une caricature qu'elle avait écrite et qu'elle utilisait dans son combat sur l'autisme. Ce terme, qui n'est pas issu de la psychologie académique, devient une référence sociétale, les non-HPI n'étant qu'une petite partie de cet ensemble. Au niveau des critères, c'est très simple. Un dépistage de non-HPI se fait via un test standardisé de QI, le WES4, ou le 5 quand il sera disponible, qui doit être administré par un psychométricien ou un psychologue dûment habilité. Et un score, compris entre 90 et 110, est nécessaire pour valider l'identification de non-HPI. Alors, ça implique au moins deux choses. Premièrement, si vous faites un test de QI sur Internet et que vous obtenez entre 90 et 110, inutile d'aller voir un psychologue, gardez vos 500 € et considérez que vous êtes officiellement non-HPI. Deuxièmement, il y a une zone d'ombre sur le palier entre 111 et 129 de QI. Est-ce qu'on est encore non-HPI ou pré-HPI? Difficile à affirmer, les avis sur le sujet divergent. Alors, c'est quand même 20,5% de la population qui doit vivre dans l'angoisse de comprendre si leur créativité, le rejet des autres ou leur incompréhension sociétale viennent du fait qu'ils sont non-HPI ou au contraire qu'ils sont HPI. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, qui sait. Alors, moi j'aime l'idée que n'importe qui puisse tester son QI en ligne, sans supervision, sans cadre psychodynamique, ni analyse humaine objective, parce qu'au final, non-HPI reste une étiquette statistique, donc juste une note de QI, et pas un diagnostic officiel. Pas besoin d'en faire un foin, donc. Et le QI, comme je l'ai déjà dit, mesure que des capacités cognitives. Essentiellement, il évalue plusieurs fonctions cognitives, notamment le raisonnement, la compréhension verbale, la mémoire de travail et, selon les épreuves, effectivement, la vitesse de traitement. Ce qui n'a rien à voir avec une quelconque destinée. Mais voyons ça sous un autre angle. Imaginons deux personnes qui utilisent, à tour de rôle, le même tourniquet. Vous savez, les grands manèges qui tournent là dans les aires de jeu. Le non-HPI est incapable de dépasser la vitesse de 11 tours minute. Le HPI, lui, dépasse allègrement les 13 tours par minute. À votre avis, qui restera le plus longtemps avant de tomber? Ceux qui ont répondu le non-HPI le sont, clairement. En effet, ce n'est pas parce que le non-HPI tourne moins vite qu'il va nécessairement tenir plus longtemps. La taille, le poids, la position des individus entrent en cause et vont notamment drastiquement changer le centre de gravité de la personne, rendant le maintien sur la plateforme plus ou moins facile. Et puis, n'oublions pas
que la force centrifuge tend à stabiliser les objets avec la vitesse. Si vous ne me croyez pas, faites le test avec un bouchon accroché au bout d'une ficelle. Plus vous le tournez vite, plus il est stable. Alors faites attention, faites ça au-dessus de votre tête pour ne pas le prendre dans l'œil quand même. Retenez bien ceci. Un non-HPI est quelqu'un qui utilise ses fonctions cognitives. C'est une simplification, certes, mais elle vous sera utile pour la suite. Maintenant que vous savez à quoi correspond réellement le terme non-HPI, nous allons passer en revue les 10 plus grandes croyances populaires sur les non-HPI. Premièrement, les non-HPI sont tous insensibles. Bien évidemment, c'est faux. C'est probablement la croyance la plus répandue en France. Les études ne montrent absolument aucune relation systématique entre le QI et la sensibilité émotionnelle. Alors, certaines personnes non-HPI sont effectivement très insensibles. Il y a des cons partout. Oui, elles peuvent aussi être peu expressives émotionnellement, certes, mais ce n'est pas la norme. La plupart ne le sont pas du tout. En fait, l'insensibilité est une caractéristique qui est totalement décorrélée du QI. Cette affirmation est donc fausse. Deuxièmement, les non-HPI pensent tous pareil. Et là, évidemment, c'est faux également. Ils obtiennent certes des résultats standards à certains tests cognitifs, cela ne signifie absolument pas pour autant qu'ils possèdent un mode de pensée qualitativement identique. Donc, vous imaginez un peu le truc. Il n'y a pas un bulldozer qui passe et qui écrase tout entre 90 et 110 de QI pour aller uniformiser la pensée. Ça, c'est TikTok qui fait ça, c'est pas le QI. Et oui, ça veut dire qu'effectivement, la fameuse pensée linéaire n'est pas un attribut spécifique aux non-HPI. Certains l'ont, d'autres pas, mais surtout, de nombreux HPI ont également une pensée linéaire. Qui plus est, le terme scientifique exact est la pensée convergente, et il est lié à des recherches sur la créativité et pas sur l'intelligence. Ce qui nous amène d'ailleurs à, troisièmement, les non-HPI sont moins créatifs. Là aussi c'est faux. Un QI standard n'est pas limitant. Moins d'idées ne signifie pas nécessairement moins de qualité dans les dites idées. Les non-HPI optimisent les idées qu'ils ont et savent prioriser celles qui ont un fort potentiel créatif. Il n'y a d'ailleurs aucune preuve solide qui corrèle la créativité et l'intelligence. Quatrièmement, les non-HPI sont tous nuls. Alors c'est faux, la célèbre franchise pour les nuls ne s'adresse pas uniquement aux non-HPI, elle s'adresse aussi aux politiciens. Le non-HPI décrit un potentiel cognitif, pas ses réalisations. Et la majorité des personnes ayant un QI compris entre 90 et 110 ne détruiront pas le monde. La nullité dépend aussi de la personnalité, de la motivation, du travail, de l'environnement, de la santé, de la chance aussi. Le potentiel n'est ni la médiocrité, ni l'impatience, ni l'abandon. Cinquièmement, les non-HPI sont tous en réussite scolaire. C'est faux bien évidemment. C'est un énorme biais à savoir que ce sont évidemment les non-HPI en forte réussite qui s'exposent en général le plus, notamment sur les réseaux sociaux. Donc on entend plus parler d'eux. Mais les études scientifiques montrent au contraire que les non-HPI présentent une très grande variabilité de réussite scolaire. Sixièmement, les non-HPI sont tous heureux. Et là, c'est faux également. Les études ne montrent pas qu'être non-HPI augmente l'euphorie. Certaines études montrent même plutôt que la dépression est en croissance au sein de la population générale. La sensation de bonheur existe bien chez certaines personnes non-HPI, mais pas davantage que dans les autres populations. Septièmement, être non-HPI est une tare. Là aussi, c'est faux. Être non-HPI n'est ni un problème à résoudre, ni une maladie, ni un diagnostic psychiatrique, ni un trouble neurodéveloppemental de la personnalité ou de l'humeur. C'est simplement une position statistique dans la distribution du QI. On parle d'ailleurs d'identification non-HPI et pas de diagnostic. Huitièmement, les non-HPI ne présentent pas de dysynchronie. Là aussi c'est faux. La dysynchronie, alors globalement, c'est la désynchronisation entre le développement intellectuel, affectif et psychomoteur. Existe bien chez certains enfants, mais les non-HPI n'y sont pas immunisés pour autant. Elle dépend d'ailleurs énormément du contexte familial et scolaire, avant de toute façon toute corrélation avec l'intelligence. Neuvièmement, les non-HPI sont forcément tous un cerveau identique. Alors,
c'est pas faux, mais c'est quand même très exagéré. On observe quelques similitudes statistiques en neuroimagerie, mais il n'existe pas un unique cerveau non HPI. Et puis, aucun neurologue ne pourra regarder deux IRM différentes et dire mais ces deux personnes ont exactement le même cerveau. Ça marche pas comme ça. Dixièmement, les non-HPI sont tous à l'aise socialement. Et là, c'est faux, effectivement. Là encore, on a un biais de représentation. Les non-HPI extravertis étant les plus visibles, sans pour autant être nécessairement les plus nombreux, l'impression que les non-HPI sont tous extrêmement sociaux est erronée. De fait, les recherches estiment entre 30 et 50% le taux de personnes introverties au sein des non-HPI, preuve que cette population cache une diversité insoupçonnée. Voilà, on vient de voir les 10 plus grandes croyances véhiculées sur les non-HPI, 9 sur 10 sont fausses et la dernière est quand même très exagérée. Tous les éléments pour comprendre pourquoi sont là, mais je vais vous les résumer ici. D'abord, notre société actuelle pousse à paraître extraordinaire, que ce soit dans la fiction, les médias ou pire les réseaux sociaux. Et du coup, les récits des non-HPI doivent donc les faire paraître uniques, spéciaux, incroyables. Alors certains le sont, certes, mais la plupart, bien évidemment, ne le sont pas, ce qui fausse énormément les croyances. Ensuite, beaucoup de non-HPI mis en avant ne sont pas forcément que non-HPI. Certains souffrent de troubles de l'humeur ou de la personnalité ou tout autre trouble psychiatrique qui peut facilement être confondu avec des caractéristiques attribuées aux non-HPI. Et voilà comment on en arrive avec autant de clichés faux sur une identification qui, je le rappelle, n'est pas une condition médicale. Je vous ai rebrossé un petit peu la définition de non-HPI et du coup celle de QI. Et j'ai éclairé les immenses biais auxquels la population générale est soumise. Je vais finir sur deux choses, les chiffres et les mythes. D'abord, les chiffres. L'identification non-HPI est stable et représente 49,5% de la population, donc ce n'est même pas la majorité. Côté mythe, on a les non-HPI sont des crétins, les non-HPI sont lents, on ne peut rien faire d'intéressant avec des non-HPI. Aucun ne résiste à une analyse fine. En fait, l'histoire humaine des 10 000 dernières années, qui consiste à passer de lancer des cailloux à la conquête spatiale, tend même plutôt à prouver le contraire. Le QI est avant tout un indice statistique d'intelligence dont les effets réels dépendent ensuite de nombreux facteurs, la personnalité, la santé mentale, l'environnement familial, la qualité de l'éducation, la motivation, les opportunités. Et on ne prédit jamais à lui seul le parcours d'une personne. La plupart des caractéristiques humaines sont normales. Être distrait, introverti, hypersensible, créatif, désorganisé, agréable, ne sont que des traits qui existent sur le continuum de la personnalité. C'est un point que le grand public comprend rarement entre traits de personnalité et troubles de la personnalité. Pour un professionnel, il y a une vraie rupture. Être standard n'est pas un trouble, il n'y a donc pas de thérapie visant à traiter ce qui est normal. En revanche, si une personne non HPI présente de l'anxiété, une dépression ou des difficultés d'adaptation, ces troubles-là, eux, peuvent bien évidemment répondre à la thérapie. En fait, dire qu'une personne est non HPI ou standard, c'est un peu comme de dire qu'elle mesure la moyenne. C'est une caractéristique réelle, classique, objectivement mesurable, mais elle ne dit presque rien à elle seule de la personnalité, du bonheur ou de la réussite de cette personne. J'en ai fini. Si vous êtes HPI, j'espère que vous repartez avec une meilleure compréhension de cette identification standard et surtout avec moins de clichés en tête. Si vous êtes non HPI, j'espère que le fait de vous avoir décrit sous un angle un petit peu plus scientifique vous aura plu. Je n'ai aucun doute que vous le sachiez déjà, mais pour nos amis HPI qui nous regardent, je vous le rappelle, vous n'êtes pas défini par votre score de QI. Une personnalité est bien plus complexe que ça. Être non HPI, c'est à peine le début de l'équation. N'oubliez pas, si vous souffrez de troubles, vous savez désormais que ce n'est pas le fait d'être normal. Au mieux, ce sont des traits de personnalité un petit peu marqués, et la thérapie fera des merveilles. Au pire, ne restez pas sans diagnostic ni traitement, même si ça vous fait paraître un petit peu moins cool dans les réseaux sociaux. Finalement, la seule chose qui distingue un HPI d'un non-HPI, c'est un nombre obtenu à un test standardisé. Les HPI sont exceptionnels, ne me faites pas dire le contraire. Mais sorti de l'intelligence, tout le reste autour, c'est une personne. Et les facettes d'une personnalité sont tellement nombreuses, tellement complexes et intriquées que même les HPI
n'ont toujours pas réussi à décoder le secret. T'as vu? TF1 sort un nouveau reportage. Oh putain! Où ça? Quoi? Non, mais c'est pas vraiment un reportage, c'est un interview en podcast. Ah putain, j'ai trouvé! Allô, Natacha? Ouais, c'est Canada. C'est bon, là, il est connecté, hein, je vous le laisse. Bienvenue sur le podcast NataChat où on parle de tout ce qui est HPI. Au programme d'aujourd'hui, une interview exclusive de